À quoi ressemblait réellement la formation du Grand Empire du Mali? Trop souvent, l'histoire ne nous montre que le sommet étincelant d'une civilisation, les récits des érudits de Tombouctou, des caravanes chargées d'or scintillant sous le soleil du désert, et des villes animées semblant surgir du sable du jour au lendemain. Ces histoires, aussi fascinantes soient-elles, tendent à masquer les réalités de la construction impériale, les guerres, la politique, les peuples et les institutions qui ont jeté les bases de cette grandeur. Sans contexte, nous ne recevons qu'une légende au lieu d'un héritage. En vérité, l'ascension de l'Empire du Mali est une histoire bien plus riche et complexe qu'on ne le pense. Elle ne commence pas avec des palais ou des trésors, mais dans les traditions orales du peuple mandingue, transmises depuis des générations par les griots conteurs, historiens et gardiens de la mémoire culturelle. Ces récits offrent des perspectives absentes des chroniques écrites, les campagnes militaires, les structures sociales, les croyances spirituelles et les triomphes personnels qui ont façonné un empire. À eu début du XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest connaissait de profonds bouleversements politiques. L'empire du Ghana, autrefois dominant, s'était effondré depuis longtemps, laissant un vide de pouvoir. Dans ce vide s'installa le royaume Sosso, dirigé par le redoutable roi Sumanguru Kanté, dont les ambitions expansionnistes menaçaient les entités mandingues voisines. En 1235, une coalition de royaumes mandingues, petits mais farouchement indépendants, s'unit sous un jeune prince charismatique nommé Sundiata Keita. Infirme dans son enfance mais doté d'une volonté de fer, Sundiata était à la fois un visionnaire politique et un tacticien militaire. Il mena son alliance dans une confrontation décisive contre les Sosso à la bataille de Kirina, un affrontement qui allait changer le cours de l'histoire ouest-africaine. Et la bataille fut acharnée, mais Sundiata en sortit victorieux. Le roi Sosso fut tué, ses armées dispersées et sa capitale laissée sans chef. Dans ce vide de pouvoir, Sundiata agit rapidement non pas seulement pour célébrer, mais pour consolider. Suite à sa victoire à Kirina, Sundiata lança une campagne pour capturer les derniers bastions Sosso. Leur capitale tomba la première, prise d'assaut par des vagues d'infanterie munies d'échelles et de flèches enflammées. Le siège fut brutal, les portes furent enfoncées et les défenseurs impitoyablement vaincus. La ville fut incendiée, servant d'avertissement à ceux qui voudraient résister. Et la prochaine cible fut Diarra, qui se rendit plus facilement. Peut-être ses dirigeants avaient-ils été témoins de la destruction de la capitale. Cette fois, Sundiata fit preuve de retenue. Les soldats furent enrôlés dans son armée, mais la ville fut épargnée. Et la dernière grande ville, Kanyaga, tomba presque sans combat. De nouveau, la clémence prévalut, ses habitants ne furent ni tués ni réduits en esclavage. Ce mélange calculé de force et de diplomatie devint une marque de la gouvernance de Sundiata. Avec l'empire Sosso en ruine, les fondations d'un nouvel ordre politique commencèrent à émerger. Sundiata ne se contenta pas de remplacer une tyrannie par une autre. Il envisageait quelque chose de bien plus durable. Pour établir une gouvernance à long terme, Sundiata convoqua une grande assemblée des nobles sur une plaine près de l'actuel Kangaba. Là, des représentants de divers clans, groupes ethniques et régions se réunirent pour définir le nouvel État. Le résultat fut le Kurukan Fuga, également connu sous le nom de Charte du Manden, une constitution en 44 édits répartis en 4 catégories: organisation sociale, droit de propriété, réglementation environnementale et responsabilité personnelle. Sa création fut rien de moins qu'une révolution, précédant la Magna Carta de 20 ans, et définissant un cadre moral et juridique clair pour la société. Parmi ces principes figurait la protection des femmes, l'interdiction de l'esclavage entre mandingues, et des règles environnementales comme les pratiques agricoles durables. Elle consacrait des principes de gouvernance collective, équilibrant le pouvoir entre l'empereur et les chefs régionaux. Bien que nous le connaissions aujourd'hui sous le nom d'Empire du Mali, les mandingues appelaient leur confédération le Manden Kurufaba, un terme qu'on pourrait mieux traduire par « fédération mandingue », reflétant la nature décentralisée de leur administration. Contrairement aux systèmes autocratiques de nombreux empires, le Mali fonctionnait davantage comme une fédération. Les rois locaux conservaient le contrôle de leur territoire tant qu'ils juraient fidélité et versaient un tribut au Mansa, l'empereur. Ce système permettait à des régions diverses avec leurs coutumes, langues et religions de coexister sous une autorité politique unifiée. Au cœur de ce gouvernement se trouvait le Gbara, un corps délibératif composé de 32 conseillers issus de 28 clans influents. Il comprenait
16 chefs militaires chargés de la défense et de l'expansion, 4 conseillers politiques issus de la famille royale, 5 représentants religieux de diverses confessions, dont l'islam et les croyances traditionnelles, 7 responsables économiques représentant le commerce et l'artisanat. Par ce biais, Soundiata institutionnalisa l'équilibre des pouvoirs, créant un modèle précoce de gouvernance participative. Clé de l'expansion du Mali, son armée redoutable. Initialement forte de 23 000 soldats, elle était dirigée par un Mari, commandant de terrain, assisté de 16 tons, chef de guerre de clan. Elle comprenait 3000 cavaliers, 5000 lanciers, 15000 archers. Avec l'expansion de l'Empire, ses capacités militaires grandirent également. À son apogée, le Mali pouvait mobiliser jusqu'à 100 000 soldats semi-professionnels, une force considérable pour l'époque médiévale. Elle incluait non seulement des soldats mandingues, mais aussi des recrues des territoires conquis. Et la structure de commandement était très organisée, le Farimès commandait l'armée du Nord, le Sankar Zuma dirigeait les divisions du Sud, les Faba et Farima, cavalerie d'élite et administrateurs, étaient les officiers de terrain de confiance de l'empereur, les Kakins dirigeaient les unités d'infanterie, notamment les archers, qui formaient l'essentiel de la force. Le Mali développa également une flotte fluviale de pirogues de guerre pour patrouiller et sécuriser les échanges le long du fleuve Niger, témoignant de leur sophistication navale. Après avoir établi la stabilité interne, Soundiata tourna son attention vers l'extérieur. Il dépêcha 3 généraux de confiance pour étendre les frontières du Mali et sécuriser sa richesse. Fari Kuruma mena une expédition vers le Bambouk, célèbre pour ses mines d'or. Ses troupes, voyageant par terre et par eau, vainquirent la résistance locale. Marchands et mineurs suivirent, transformant rapidement la région en un pilier de la richesse malienne. Fran Camara avança vers le sud, dans le Fouta Djallon, une région de jungle montagneuse. Les archers mandingues descendants des anciennes guildes de chasseurs y furent particulièrement efficaces. En conquérant ce terrain, le Mali sécurisa des produits forestiers vitaux et un rempart naturel. Arakan Touré fit la guerre au royaume du Jolof, à l'extrême ouest. Après une insulte faite aux envoyés du Mali, il mena 40 000 soldats en territoire ennemi. Sa campagne débuta à Bok et se termina par une victoire écrasante à Jolof, où le roi ennemi fut tué. La région fut intégrée à l'Empire. Ces campagnes n'étaient pas purement militaires. Soundiata et ses généraux comprenaient l'importance de l'intégration économique. Les nouveaux territoires furent rapidement reliés aux réseaux commerciaux du Mali, apportant à l'Empire des chevaux, du sel, des esclaves, de l'ivoire, et surtout de l'or. À la mort de Soundiata en 1255, le Mali avait dépassé en taille et en richesse le royaume Sosso qu'il avait remplacé, rivalisant désormais avec l'ancien empire du Ghana. Mais les empires, surtout les fédérations, sont des constructions fragiles. Le successeur de Soundiata, Mansa Wali, étendit encore le territoire vers Gao et Takrur, mais après sa mort, des tensions internes éclatèrent. Des factions au sein du Gbara commencèrent à rivaliser pour le pouvoir, tandis que les guildes d'Ozo représentant les chasseurs traditionnels et les animistes, tentèrent de freiner l'influence croissante de l'islam. La maison impériale sombra dans le désordre, avec des prétendants rivaux prenant brièvement le pouvoir avant d'être renversés. Cette instabilité mena à une érosion territoriale, les provinces extérieures devenant agitées ou se détachant complètement. Et la stabilité fut restaurée par une figure inattendue, Mansa Sakura, ancien commandant militaire qui s'empara du trône peut-être avec le soutien de factions mécontentes. Malgré ses origines modestes, il se révéla un souverain capable. Il lança des campagnes pour reconquérir les provinces perdues, réprima les révoltes et renforça les liens avec le monde musulman, notamment par le commerce. Sakura entreprit même le pèlerinage à la Mecque, consolidant le statut du Mali comme acteur du monde islamique. Malheureusement, il mourut dans le désert sur le chemin du retour, et ses successeurs manquèrent de sa force et de sa vision. Ce n'est qu'en 1312, avec l'ascension d'un nouveau souverain, que le Mali entra dans son âge d'or. Son nom était Mansa Moussa. Il apporta avec lui une richesse inégalée, un mécénat religieux, une ambition architecturale, et une renommée internationale transformant le Mali, de grand empire ouest-africain, en légende du monde médiéval. Mais ceci est une histoire pour une autre fois.